sur F1 TV pour comment dirais-je, une séquence un peu estivale naturellement. Vous pouvez le constater par le décor, mon cher Yves. Relax. Pour pendant ces vacances, eh bien, on va faire le bilan à mi-saison de ce championnat 2012, un championnat quand même formidable. Et ce sera l'occasion tout au long du mois d'août, pendant cette trêve estivale, eh bien, de bavarder un peu des forces en présence, en tenant compte d'un petit détail quand même, c'est que cette séquence a été enregistrée avant le Grand Prix de Hongrie à Budapest, donc exactement à mi-championnat, après 10 Grands Prix. Donc une surprise n'est pas à exclure, Voilà. notre analyse est exactement à mi-saison. Hein. Tout à fait. Bon Yves, tu t'es bien amusé sur cette première moitié de championnat? Oui, c'était extraordinaire, Pierre. Hein. On a eu toute cette série de différents vainqueurs d'abord, et puis une bagarre à tous les niveaux. Très souvent, les écuries du mi-plateau qui se sont jointes à la victoire, donc à la bagarre pour la victoire, c'était magnifique hein, jusqu'à maintenant. Comme la Sauber en Malaisie, on en reparlera, hein, et parfois même, et la Williams naturellement à Barcelone. Ce qui nous intéresse dans cette première partie, ce sont les top teams, donc les candidats au titre, hein, on va dire ça. Alors naturellement, Fernando, Alonso et Ferrari, c'est quand même assez extraordinaire d'être à mi-saison avec Fernando qui a 34 points d'avance sur Webber, 44 sur Vettel et plus de 50 ou 70 points sur les McLaren Boys, alors que à l'ouverture du championnat, c'était le scénario catastrophe pour la Scuderia. Oui, il faut se rappeler qu'au début de championnat, on disait que la Ferrari était ratée. Hein. Et puis tout d'un coup, ils ont développé, bon, Alonso, il donne l'impulsion technique, l'impulsion morale, il est formidable. En plus, il faut le dire, c'est un one-man team, c'est une écurie d'un pilote. Toute l'attention est concentrée sur lui. Et il en fait bon usage, il se retrouve en tête du championnat avec 40 et des points d'avance à mi-championnat. Qui l'eût cru? On a vraiment l'impression qu'Alonso est en train de construire son championnat et peut-être son 3e titre. C'est vrai qu'il est impressionnant dans sa manière de gérer, de construire, la régularité, jamais de faute, toujours marquer des gros points, même en partant loin, même quand il n'est pas passé en Q3, il a réussi quand même à revenir à marquer des gros points. Il est vraiment balèze. Et puis c'est un one-car team, comme on dit, aussi parce que Massa malheureusement n'est pas là. Hein, il y a eu 2 ou 3 courses où il a fait illusion, mais sinon, franchement, quand on voit l'écart de points au classement, voilà, ça se passe de commentaires. La Ferrari était-elle loupée? Je ne sais pas. Ils avaient peut-être poussé le bouchon un peu loin. Ils avaient été très radicaux dans certains choix. Et du coup, la mise au point était un peu longue. Ils ont été très forts aussi, je crois, pour copier ce qui marchait bien sur les autres voitures, hein, que ce soit la Red Bull ou la McLaren. Et on a vu ça à partir du début de la saison européenne. Tout de suite, la Ferrari marchait mieux. Et dans la période la plus récente, c'est aussi la gestion des pneus, hein, Ziv. Parce qu'on a vu certaines courses où en fin de Grand Prix, en fin de relais, la Ferrari s'écroulait, hein, encore oui, au Canada. À fait. Cette saison-ci, c'est tout l'art et la gestion des pneus. Quand un ingénieur, quand toute l'équipe réussit à trouver le sweet spot, l'endroit où les quelques tours où... La fameuse fenêtre la de température. Fenêtre, tout à fait. Alors tout va bien. Et sinon, patatras, les performances s'écroulent. Ce qui était très cocasse, c'est qu'en début de saison, tout le monde disait la Ferrari, elle est affreuse, elle est moche, ça peut jamais marcher. Il suffit qu'elle gagne quelques grands prix pour que tout d'un coup, elle soit un peu moins moche en design. C'est vrai que le coup du nez cassé, bon, finalement, tout le monde là, sauf McLaren. On s'y est habitué. Qui se pose presque des questions à ce sujet d'ailleurs. Bref, donc, ce qui est intéressant avec Pirelli, c'est qu'ils ont vraiment bien obéi au cahier des charges et qu'ils sortent des produits qui font que la course est difficile, que les ingénieurs ont du mal à trouver justement cette fameuse fenêtre. Alors est-ce que c'est trop pour toi, Ziv? Est-ce que le paramètre Pirelli, est-ce qu'il est trop artificiel par rapport au reste de l'équation? Pour l'instant, ça ne me dérange pas trop. C'est vrai qu'au début, je me disais, tiens, je n'aime pas ces ingrédients un peu artificiels qui animent les courses. Moi, j'aime bien les courses à l'ancienne. Mais il faut que je me rende à l'évidence, cette année, c'est une réussite. Hein. Vive le DRS quand même, hein. Heureusement qu'on en a. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a des courses où on se serait certainement moins amusé. Vous le voyez souvent sur les statistiques de dépassement que vous propose FAI.com après chaque Grand Prix. Alors, Ferrari, on en a parlé, One Car Team, d'accord. Red Bull, et ça va être tout l'intérêt de la seconde moitié du championnat, Red Bull Racing, là, il y a vraiment 2 pilotes. La preuve, hein, les points au championnat, ils sont très proches l'un de l'autre, 10 points d'écart. Mais à l'avantage de Webber, donc ça va quand même être curieux. Vettel a perdu de gros points à cause de cet abandon à Valence, naturellement.
Jusqu'à présent, Alonso a marqué des points à tous les Grands Prix. La course-poursuite, pour toi, est-ce que le titre va se jouer entre Alonso et les Red Bull? Pour moi, de toute façon, il est clair que le titre se joue effectivement entre Alonso et les deux Red Bull. Et le danger pour Red Bull, c'est effectivement que les pilotes se prennent des points l'un l'autre, qu'ils se bagarrent. Mais d'un autre côté, on applaudit des deux mains parce que Weber l'année passée n'était pas très en forme, il n'aimait pas la Red Bull. Cette année, elle lui convient beaucoup mieux. Il aimait moins bien les Pirelli, je pense. Et Vettel était considéré comme un extraterrestre, 2 titres à 25 ans. Et là, Weber fait je égalise. Ce que je trouve rassurant, c'est que la Red Bull ne domine pas comme l'an dernier. Alors peut-être qu'on a tout fait pour ça. En tout cas, eux, ils sont un peu parano. Ils ont parfois tendance à crier au complot, y compris sur les décisions des commissaires. Bon, le résultat, c'est qu'on a un vrai championnat et que cette deuxième moitié, ben voilà, la course-poursuite est lancée. Vettel, a priori, sur le papier, est le favori pour aller chercher Alonso. Mais le fait que Weber marche et que Weber, quelque part, n'a pas grand-chose à perdre. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans son contrat. On lui a posé une question à Hockenheim et il était un peu embêté par la question à propos justement du fait que, est-ce qu'en prolongeant pour 2013, est-ce qu'il n'a pas un peu accepté un statut de deuxième pilote? Cela dit, les circonstances de course et du championnat vont aussi faire qu'il sera peut-être finalement, souvenez-vous de 2010, hein, il était le candidat le mieux placé jusqu'à l'avant-dernier Grand Prix et Vettel est sorti du bois tout dépendra de la fiabilité. On a vu à Valencia, Vettel qui mène avec 21 secondes d'avance et qui abandonne. Weber marque des points. Est devant au championnat. Moi, je gage que Weber, il va jouer sa propre carte parce que c'est une de ses dernières chances dans sa carrière d'accrocher ce titre. C'est clair. Alors, McLaren, ça c'est quand même la déception. Parce qu'en début de saison, hein, Button en Australie, Lewis dans la foulée. Bon, ils gagnent au Canada, ils ne gagnent pas avant le Canada, mais enfin, ils étaient réguliers, ils étaient devant, ils faisaient des premières lignes, ils avaient un coup d'avance. Et puis là, ils se sont écroulés de façon un peu incompréhensible. Surtout Jenson. D'un côté, on a Lewis qui roule très bien cette année, faut le dire, mais est très malchanceux. D'un autre côté, on a Button qui a super bien commencé le championnat, mais qui s'écroule. Pendant quelques courses, il est absent, il est tout à fait transparent. Là, il s'est repris un peu. Il revient aux affaires à Hockenheim. Mais ça ne fait pas les affaires de McLaren qui se retrouve tout à fait largué au championnat. Et moi, je ne les vois pas revenir, sauf un ou deux coups d'éclat à gauche à droite. Hein, ils en sont capables. Mais au championnat, bon, c'est vrai que le championnat est encore long. Mais les autres ont pris une grande avance. C'est clair qu'avoir 50 ou 70 points de retard à peu près à mi-saison, c'est pas une bonne idée. Maintenant, il suffit que la McLaren, tout d'un coup, voilà, marche mieux, exploite mieux les Pirelli, ou que les circuits qui arrivent, Spa, Monza, des circuits rapides, et puis après, la course au développement va devenir difficile. McLaren, ils ont quand même cette capacité à développer souvent jusqu'au bout. Alors voilà, moi je pense qu'il suffit. Alors avec des si évidemment, hein, tout le monde peut être champion du monde, mais il suffit d'un abandon d'Alonso, d'un incident qui élimine Alonso ou une Red Bull et d'un doublé McLaren et le championnat rebondit. Donc on ne peut pas encore enterrer McLaren à mon avis. Ne les enterrons pas, qu'il faut mais les enterrer. C'est mal barré. Évidemment, il y a aussi en toile de fond Hamilton, la négociation, il doit renouveler pour 2013, 14, 15, comme Jenson l'a fait. Est-ce qu'il va le faire tout de suite ou pas? La négo est en cours, hein, tout au long de ce mois d'août, je pense que ça discute. Moi, je prends le pari que c'est déjà fait. C'est juste une question de gros sous. Le principe est adopté. Il serait logique qu'il reste, hein, c'est clair. De toute façon, il n'a pas vraiment 36 possibilités, non. À part rejoindre éventuellement Alonso chez Ferrari, mais ça m'apparaît exclu. Donc, il a re-signé. C'est juste une question de savoir combien de millions en plus ou en moins. Alors, qui d'autre va re-signer et là aussi, c'est sans doute un secret de polichinelle, c'est Michael Schumacher. En tout cas, ça y ressemble. Même si Mercedes, cette année, est aussi une grosse déception. Ils étaient pas mal à certains moments. Nico Rosberg a gagné en Chine vraiment de façon indiscutable. Et puis voilà, ils ne parviennent pas à stabiliser la performance de l'auto dans cette fameuse fenêtre d'exploitation des Pirelli. Il y a un malaise chez Mercedes, on sent qu'au niveau politique, la volonté de continuer n'est pas là à 100%. On sent que malgré qu'ils ont tous les moyens, les meilleurs ingénieurs, ils ont fait les bons transferts au niveau ingénieur, que la sauce ne veut toujours pas prendre. Nico Rosberg, qui est un pilote top, a des week-ends tout à fait... sans des week-ends, des bons week-ends et puis en beaucoup de mal en qualification, au contraire de Schumacher depuis quelques grands prix quand même, il faut le remarquer. En revanche, ce qui est certain, c'est que la Mercedes n'évolue pas, elle est toujours très
très consommatrice de ses pneus arrière. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et à Stuttgart, c'est vrai qu'on commence à tousser dans le sens où voilà, la F1 coûte cher et elle doit ramener de l'image. Et puis bon, il y a effectivement les négociations politiques sur l'avenir de la F1, sur les accords Concorde, sur la situation d'Ecclestone dans le fameux procès Gribowski. Tout ça en Allemagne est assez mal accepté. Et donc voilà, l'avenir peut être Alors d'un côté, c'est vrai que dès que Schumacher fait une bonne performance en Allemagne, c'est extraordinaire, il y a un engouement, on se rappelle les grandes années Schumacher, mais on sent vraiment qu'il y a une déception au sein de l'équipe, il s'attendait à beaucoup mieux. Il arrive à se qualifier haut sur la grille, Michael, mais malheureusement en course, la voiture n'est pas là. Bonne surprise en revanche dans l'autre sens, c'est Lotus, qui a du mal à se qualifier en haut de la grille. En revanche, en course, qu'est-ce qu'elle marche? Oui, et Kimi Räikkönen a réussi son retour. Ouais, c'est clair. Il faut le dire, il est là, il est un élément vraiment prépondérant à chaque course. Et Romain, qui est, je le répète à chaque fois, est quand même pour ma part un débutant, fait des performances extraordinaires. On peut presque parler de révélation dans le chef de Romain, même si voilà, il y a eu malheureusement des gros points aussi qui ont été gaspillés. Ça fait partie sans doute de l'apprentissage. Mais par rapport à Räikkönen, là on a une comparaison immédiate, c'est qu'à voiture égale, parce qu'il n'y a pas de souci chez Lotus, Romain est plus vite sur un tour. En qualif, il est systématiquement, quasiment toujours devant Kimi. En course, c'est un peu l'inverse, dans le sens où Räikkönen, il est solide, il lâche rien, il ne fait pas de faute, il est là, il est opportuniste et il marque des gros points, comme c'était encore le cas au Hockenheim, où il partait pourtant assez loin. Avec Romain, c'est tout ou rien. Il ne faut pas oublier qu'il Romain a affaire à un champion du monde 2007. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de kilomètres, beaucoup d'expérience, et c'est vrai que sa science de la course est probablement intacte. Maintenant, Romain a montré sa pointe de vitesse, et ça c'est l'essentiel, parce que le reste, l'expérience, ça rentre, et quand on a la pointe de vitesse, après on a l'expérience, et on est prêt à jouer les victoires, les championnats. Romain a montré beaucoup de potentiel, évidemment un peu chien fou, on s'attendait à ça, mais on ne peut pas le blâmer. Moi je trouve ça bien, c'est un personnage haut en couleur dans un paddock et puis pour la France, sur la piste. Pour la France, avoir un vainqueur potentiel de Grand Prix, c'est quand même une bonne nouvelle, c'était pas tout à fait attendu. Romain c'est tout ou rien, d'accord, mais enfin quand c'est tout, hein, on a vu ce que ça donnait au Canada et ailleurs, c'est quand même formidable. Pour conclure cette première partie, parce qu'on a quand même un peu tendance à être bavard, moi je dis que cette Lotus, elle va gagner, hein, c'est écrit, elle va peut-être gagner à Spa par exemple, c'est un circuit qui devrait bien leur convenir, à condition de mieux se qualifier, de partir plus haut sur la grille. Le jour où elle partira dans les 2 premières lignes, elle va gagner les Grands Prix. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce bilan à mi-saison sur FAI TV.